Le plateau Cerdan, le Haut-Conflent et le Cap-Cyr, cette région de France que nous allons évoquer à travers l'épopée de la construction de la ligne du train jaune, est pour beaucoup d'entre nous synonyme de vacances au soleil ou à la neige. Cependant, cela n'a pas toujours été le cas. Située entre 1200 et 1700 mètres d'altitude, elle est difficilement accessible. Depuis toujours, ses habitants, vivant essentiellement du pastoralisme et de la sylviculture, sont coupés du monde. À la fin du XIXe siècle, les voies de communication sont quasiment inexistantes. Petit à petit, les jeunes quittent le pays pour la plaine plus accueillante et ceux qui restent vivent pratiquement en autarcie. À cette époque, le chemin de fer se développe un peu partout, permettant d'améliorer les communications. Mais ici, la tâche est immense. Il faut d'abord convaincre tous les sceptiques, opposants systématiques au changement et détracteurs du projet. Ensuite, les lieux, faits de montagnes escarpées et d'un véritable dédale de gorges et défilés abrupts, fermés par d'énormes verrous rocheux, semblent inaccessibles aux moyens mécaniques. Deux hommes, convaincus pour des raisons différentes du bien fondé d'une ligne vers la Cerdagne, vont tout mettre en œuvre pour sa réussite. Le premier, Emmanuel Brousse, journaliste et homme politique, voyait dans cette ligne le désenclavement des Hauts-Cantons et par voie de conséquence, l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Le second, Jules Lax, inspecteur des ponts et chaussées, pensait que le génie des hommes et la technologie seraient capables de vaincre toutes les difficultés et obstacles du parcours. Des difficultés, le projet n'en manque pas. Les dénivelés font passer de 425 mètres à Villefranche-de-Conflent à 1600 mètres à la gare de Beaurepaire, point culminant de la ligne, puis descendre à travers le plateau Cerdan vers la tour de Carol à 1230 mètres. Tout cela sur 62 km, dont 58 de déclivité, avec une pente moyenne de 6%. En réalité, seuls les quais des 22 gares sont horizontaux. Une telle pente, avec des rayons de courbure forcément réduits, oblige à choisir une voie métrique. Les locomotives à vapeur étant trop lourdes pour de telles pentes, l'énergie électrique s'est imposée comme force motrice, l'alimentation se faisant par un troisième rail. Pour assurer l'alimentation électrique, les concepteurs vont utiliser une richesse naturelle, l'eau, en l'occurrence ici celle de la Tête, en construisant le barrage des Bouillouzes et une cascade d'usines hydroélectriques le long du fleuve. Les travaux commencent effectivement en 1903 par la construction de la route d'accès, puis du barrage des Bouillouzes à 2000 mètres d'altitude. Ils vont durer 6 ans, soumis à des conditions climatiques sévères. Chaleur et violents orages l'été, froid intense et abondante chute de neige l'hiver. Malgré ces difficultés et des conditions de vie précaires, le barrage poids, c'est-à-dire qui résiste à la poussée de l'eau par son poids, long de 360 mètres et haut de 15 mètres, sera terminé en temps et en heure. Parallèlement à la construction du barrage, le percement de la ligne débute en 1904. Les travaux sont titanesques. 650 ouvrages d'art, dont 4 ponts voûtés, 19 tunnels et 14 viaducs seront nécessaires. Les ouvrages les plus impressionnants sont le pont Séjourné et le pont Gisclar, véritable prouesse architecturale et technologique totalement novatrice. Le premier est l'œuvre de Paul Séjourné. Spécialiste des ponts à grande ouverture, il met au point de nouvelles méthodes de calcul et de construction des voûtes en maçonnerie. Long de 217 mètres, 65 mètres au-dessus du lit de la Tête, construit en granit et chaud, son originalité réside dans les 2 étages qui le constituent. Le premier, soutenu par une voûte en ogive, franchit la partie étroite des gorges, le second enjambe la vallée. Pour réduire le poids, l'ensemble diminue de largeur au fur et à mesure qu'il s'élève. La largeur nécessaire au sommet est obtenue par une dalle en encorbellement. Le second est dessiné et construit par Albert Gisclar. Officier du génie, il quitte l'armée pour mettre au point un système de pont rigide, à suspension indéformable, permettant le passage des trains. Sur la ligne du train jaune, le pont Gisclar a une longueur totale de 230 mètres. Son tablier est en déclivité et surplombe la Tête de 80 mètres. Les piles, hautes de 32 mètres, supportent les pylônes de suspension de 30 mètres de haut.
Classé monument historique en 1997, une procédure pour inscription au patrimoine mondial de l'humanité est en cours. Petit à petit, le chantier avance. La vallée connaît une animation inhabituelle. Venus de France, Espagne et Italie, quelques milliers d'ouvriers ont pris possession des lieux. Mais le travail est dur. Des tonnes de granit à extraire, à tailler et à maçonner. Des kilomètres de tunnels à percer, des kilomètres de rails à manipuler et assembler. Selon les chantiers et la saison, 500 à 1500 mineurs, tailleurs de pierre, charpentiers, terrassiers, maçons ou simples manœuvres travaillent comme des forçats, payant un lourd tribut à la construction de la ligne. Les accidents sont nombreux. C'est au cours des essais en charge du pont Gisclar que se produisit l'accident le plus meurtrier. À la fin des essais, couronnée de succès, la rame lourdement chargée voulut repartir. Malheureusement, un dysfonctionnement du système de freinage précipita le train et ses passagers au fond du ravin, tuant 9 personnes, dont le commandant Gisclar, relançant la polémique sur la fiabilité de ces techniques modernes. Enfin, après 7 ans de travaux, un premier tronçon reliant Villefranche-de-Conflans à la gare de Montlouis-la-Cabanasse est inauguré avec faste le 18 juillet 1910. Le succès est immédiat. 700 billets sont vendus pour les fêtes du 15 août suivant. Un an plus tard, le train jaune entre en gare de Bourg-Madame. La fin du parcours, Bourg-Madame-La Tour-de-Carol, sans grande difficulté, devait être une formalité. Malheureusement, l'interminable et inutile tuerie de la Première Guerre mondiale monopolise les forces vives et laisse une Europe dévastée. Il faudra attendre 1927 pour que la ligne de Cerdagne atteigne enfin la Tour de Carol. 2 ans plus tard, le transpyrénéen accès-terme La Tour de Carol rejoint le tronçon espagnol terminé depuis 1920. Dès lors, la ligne du train jaune est reliée au réseau français et espagnol et les Hauts-Cantons sont enfin désenclavés. Aujourd'hui, ce fringant centenaire, emblème identitaire de la Cerdagne, inscrit au patrimoine mondial de l'humanité, transporte 400 000 personnes par an.